Donc, bienvenue au webinaire Économie circulaire et innovation, voilà, qui va durer de 14 h à 15 h 30 avec de multiples intervenants. Donc, on va tout d'abord vous rappeler des petites règles pour la bonne tenue du webinaire. Donc, en gardant, s'il vous plaît, les micros et caméras coupés si vous n'intervenez pas, et en posant vos questions et en manifestant votre volonté d'intervenir via le chat. Et si possible, de faire des propositions constructives. Donc, on a fait une petite fenêtre, voilà, pour vous montrer, si jamais vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Teams et si vous souhaitez écrire dans le chat, donc en fait, sortez du mode plein écran et en dessous, vous trouverez dans la barre des tâches une petite bulle sur laquelle vous cliquez pour rejoindre le chat, en fait. Donc, tout d'abord, un petit rappel, en fait, des enjeux de l'économie circulaire, en fait, puisque donc on va aborder le thème de l'innovation au sein de l'économie circulaire. Les principaux enjeux de l'économie circulaire, ça va être tout d'abord de prévenir l'utilisation des ressources, de promouvoir une consommation sobre et responsable de celles-ci, ou autrement d'utiliser des ressources qui sont issues du recyclage, ou utiliser des ressources renouvelables, sinon utiliser des ressources qui sont recyclables, et si vraiment on n'a pas le choix, voilà, en dernier choix, les ressources, d'autres ressources. Donc, pour répondre à ces enjeux, on va avoir différents types d'innovations qui vont être, par exemple, l'innovation de produits, d'usages et de services, ou l'innovation de procédés ou d'organisation de la structure, de l'entreprise, l'innovation marketing et commerciale, l'innovation de modèle d'affaires, l'innovation technologique et enfin l'innovation sociale. Donc aujourd'hui, on va pouvoir vous illustrer plusieurs types d'innovations. En fait, déjà, merci à tous les intervenants qui vont nous consacrer du temps pour témoigner sur des projets qui concernent leur structure. Donc, on va démarrer par un témoignage de l'association Amassa Bois, représenté par Gaëtan Gobels, qui nous parlera donc d'innovation produit et organisationnelle, avec un exemple concernant l'éco-conception de maisons modulables en bois et de l'organisation en collectif d'entreprises. Ensuite, on abordera l'innovation produit et d'usage avec la structure Duo Industrie, représentée par Nicolas Crestin, qui nous parlera de la conception de stands modulables et réutilisables pour des salons, notamment à l'international. Ensuite, on s'intéressera à l'innovation du modèle d'affaires avec la structure Sapoval, représentée par Erwan Trotou, qui nous parlera du projet de développement d'une offre commerciale basée sur le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, que souvent on voit résumé comme EFC. Ensuite, on abordera l'innovation design produit avec le collectif Tournesol, représenté par Thomas Combe, qui nous parlera de développement d'un paravent à partir du réemploi de tiges de fer à béton, initialement utilisées dans le BTP. On aura la chance également d'avoir une présentation du programme Boosté Circulaire, présenté par Les Canaux, et donc expliqué par Mélanie Fourcy. Et enfin, on pourra parler de l'innovation de produits et d'usage avec l'entreprise Colibri Peinture, représentée par Cédric Laurent, qui nous parlera de la conception d'une gamme de peintures décoratives intérieures à base de matières naturelles avec les services associés. Véronique, je te laisse la parole. Oui, merci Yann. Bonjour à tous. Donc en fait, c'est moi qui suis en charge de vous donner à chacun d'entre vous la parole pour nous préciser
et nous raconter votre histoire en matière d'implication, d'innovation dans votre activité. Et pour commencer, je vais donner la parole à Gaëtan Gomez, qui représente Amassa Bois, qui est un groupement de coopération de la filière bois en Occitanie. Donc, je ne sais pas si Gaëtan est en ligne avec nous. Oui, je suis là. Bonjour Gaëtan. Pour rappeler à nos participants, vous avez développé une offre de maison modulaire en bois éco-conçue avec des acteurs de la filière bois. Et peut-être vous pourrez, Gaëtan, partager votre écran si vous avez des supports à nous présenter. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de votre démarche qui a conduit à cette éco-conception de l'offre, et puis également l'organisation que vous avez mise en place? Quelle innovation vous avez pu mobiliser pour organiser cette action? Ça marche. Déjà, je vais présenter le groupement. Le groupement, j'ai pas de support, je suis désolé. Mais en gros, il y a 5-6 ans, un groupement de coopératives qui travaillent autour du bois s'est constitué et s'appelle Amassa Bois. C'est une association loi 1901 qui a toujours pour but de donner des moyens, ou en tout cas de mutualiser des moyens pour répondre à des problématiques qui correspondent aux entreprises qui sont autour de la table. Et donc, en gros, on est un think tank, on peut assimiler ça à ça, mais autour de problématiques d'entreprises du bâtiment, plutôt des entreprises qui ont une vocation donc ce sont des coopératives, donc elles ont une organisation très sociale et très qui prend en compte ça, et plutôt axé sur l'environnement aussi, avec pas mal d'entreprises qui utilisent des écomatériaux et qui sont attentifs à tout ça. Donc on a toujours comme axe de travailler sur l'organisation, la mutualisation des problématiques d'organisation, des échanges de bonnes pratiques aussi, travailler sur la mutualisation des moyens techniques et bureaux d'études par exemple. Et ensuite, on avait axé 2 axes forts dès le début, qui étaient l'offre de vente, comment des petites et moyennes entreprises, mais voire des très petites entreprises, peuvent se structurer ensemble pour répondre à un marché en évolution avec la mise en place de la RE 2020, et puis un marché aussi qui est attaqué par des entreprises qui font appel à de la main-d'œuvre détachée éventuellement, ou on le voit nous sur la construction ossature bois, on n'a pas trop de scrupules à aller fabriquer les murs en Espagne pour économiser sur les coûts et puis les poser en France. Et donc, pour des petites entreprises, c'est de la logistique qui n'est pas possible. Et une autre problématique qui s'est accentuée ces derniers mois, c'est la problématique de la ressource. Et donc, pour travailler sur ces 2 problématiques-là, l'offre et la ressource, le groupement a décidé de se donner des moyens. Donc, en répondant à un AMI qui avait été émis par l'ADEME pour travailler sur l'économie circulaire, et puis et sur l'éco-conception, et puis en mutualisant des moyens financiers avec un budget qui est mis à disposition d'intervenants pour travailler sur les problématiques. Donc on a travaillé pendant 2 ans, parce que ça a été on a eu le Covid aussi qui est venu nous embêter à la fin, mais on a travaillé sur l'éco-conception. L'idée, c'était de pouvoir identifier des pratiques constructives qui soient accessibles à chacune des entreprises, peu importe leur taille, et reproductibles sur le territoire Occitanie, parce que c'était notre territoire de chalandise. On est regroupé autour d'une union régionale des coopératives qui est entre Montpellier et Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on travaille là-dessus, sur ce territoire-là. Et donc, pour pouvoir se démarquer, il fallait trouver plutôt une innovation sur la conception du bien, de l'offre de construction, et sur l'identité visuelle, plus que sur la technique constructive, parce que la technique constructive aujourd'hui de l'ossature bois est assez bien maîtrisée. Donc, on a travaillé sur la conception des murs, quand même sur la mutualisation des techniques constructives, de manière à voir est-ce qu'on est tous cohérents sur les sections de bois, sur les matériaux utilisés, sur les fournisseurs. Et puis après, on a fait appel à 2 bureaux d'études, Ecosymut d'un côté pour la partie thermique, et Damien Arbeau, le macroscope, sur la partie analyse de cycle de vie. Et une fois qu'on s'est entendu sur une conception technique, on a tout décortiqué, tout démonté,
pour pouvoir voir si techniquement et thermiquement parlant, on était cohérent, si le territoire était capable de répondre à ces problèmes, à ces nécessités de ressources, et si ce n'était pas le cas, comment on pouvait faire au niveau local pour trouver des matériaux équivalents, ou en tout cas euh, qui répondaient à nos problématiques, ou d'adapter notre modèle constructif. Voilà. Et donc, une fois qu'on a lancé les analyses de cycle de vie, c'est là que ça a été très intéressant, parce que ça a permis de voir quels sont les éléments en quantité qui impactent le plus l'analyse de cycle de vie, l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique. Voilà. Et une fois qu'on a travaillé sur ça, on a essayé de le rendre sexy, entre guillemets, en faisant une offre commerciale, ou en faisant un objet de construction qui pouvait répondre à un marché. Et là, on a travaillé avec deux architectes, une architecte du Tarn et une architecte de la Haute-Garonne, qui ont pu nous apporter leur expertise pendant ça. Donc, on travaillait conjointement entre elles, les architectes, et puis le bureau d'études techniques et thermiques, pour concevoir un concept. Et donc, en fait, notre idée, ce sont des modules assez simples à faire fonctionner, mais qui sont agençables, aussi bien agençables en géométrie qu'agençables dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir un étage parce qu'on a une famille de 5, et puis les enfants s'en vont. On se retrouve à 2, et ben, on peut démonter un des modules et en faire un module d'accueil, par exemple, ou le mettre sur un autre terrain un peu plus long. Voilà. Sans que ça ressemble non plus à du bloc ou à de l'algéco, quoi. Il y avait quand même une conception derrière. Voilà. Donc ça, c'était la première partie sur la conception de l'offre. Et après, on a travaillé sur la filière, parce qu'on avait quand même un enjeu fort, vu que nous, les maisons sont constituées, on va dire, à 80% de bois, de pouvoir mesurer l'impact de la localisation de l'essence, de la pousse du bois sur la FDES, et donc sur les résultats E plus C- liés à l'AR 2020. Et donc là, s'en est suivi toute une étude qu'on a appelée de l'arbre à la poutre, qui est disponible, je pense, dans les archives de l'ADEME, où en partant de ressources aussi bien européennes que très locales, de pouvoir comparer et de pouvoir identifier les actions qui ont le plus d'impact sur l'impact environnemental. Et on s'est rendu compte que très rapidement, étant donné que le bois est assez vertueux, le transport devient significatif dans l'impact environnemental. Et donc, la localisation, donc d'avoir un bois qui est local, devient du coup tout à fait pertinent et impacte les résultats de la RE20. Voilà. Merci Gaëtan pour toutes ces précisions. Et donc, on voit bien l'organisation aussi qui a été mise en place. Je crois que c'est ce qui est fort dans votre démarche, c'est à la fois cette approche de mutualisation, de coopération entre les acteurs. Rappelez quand même, pour avoir suivi avec vous un certain nombre de rencontres autour de ce projet, la mobilisation aussi de l'ensemble de la profession à l'échelle occitane pour pouvoir être en phase aussi avec les attentes, et puis montrer à quel point cette façon de faire pouvait peut-être faire des émules. Les bénéfices aujourd'hui que vous en tirez, enfin, les suites quelque part de cette opération aussi, et en quoi ça vient nourrir toute cette action autour de la transition écologique, mais qui mobilise les différents piliers de l'économie circulaire en 2 minutes. Alors, le rapprocher avec l'économie circulaire, je sais pas. En tout cas, les bénéfices que ça a généré pour ces coopératives, c'est une représentation. Nous, aujourd'hui, on est présent dans les instances telles que FIBOIS, les interprofessions, et c'est assez important d'avoir une représentativité là-dedans. On a aussi gagné en légitimité en construisant un bâtiment aujourd'hui qui est exemplaire, qui est la salle de concert de Prat-Grossalles, alors qu'il n'a pas complètement à voir avec l'éco-conception, mais ça nous permettait éventuellement d'influer sur un marché par des pratiques vertueuses, et puis surtout, nous, de nous structurer en termes d'entreprises qui allons collaborer sur l'élaboration d'un produit. Et puis là, aujourd'hui, on est en phase de mise en action du projet de commercialisation de cette offre-là, et donc avec différents projets qui sont en train de travailler de sortir de terre et qui vont sortir de terre, mais voilà, avec entre autres un projet sur Gaillac là, de Eco Hameau qui nous permettrait d'avoir une vitrine aussi qui est pas mal, mais quand même c'est
cette mutualisation de petites entreprises pour générer quelque chose auquel, a priori, on n'aurait pas accès et qui est vertueux sur notre territoire, aussi bien en termes d'économie qu'en termes d'écologie, qu'en termes d'impact social, sociétal. Pour nous, c'était très, très important. Merci beaucoup Gaëtan pour votre intervention. Alors, je ne sais pas pour nos animateurs si on pose des questions maintenant ou on attend un petit peu plus tard. Carole? Pour l'instant, il n'y a pas de questions posées dans le chat. Donc, on peut enchaîner, en tout cas, sur le prochain témoignage. Et puis après, dès qu'il y a une question, avec plaisir. Merci beaucoup Gaëtan, vous êtes libéré pour cette intervention. Merci. Alors, si on peut passer la planche suivante, merci. Eh bien, on va donner la parole à Nicolas Crestin. Nicolas, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, j'ai mis ma caméra. Bonjour. Donc, vous êtes directeur marketing de Duo Industrie dans l'Hérault. Et la société Duo Industrie conçoit des stands modulables et réutilisables pour des salons nationaux, des salons internationaux. Et en fait, il semble bien que l'innovation soit vraiment un moteur important de votre développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, je suis ravi d'être avec vous. Donc, Duo, effectivement, on est fabricant de displays, donc stand parapluie, roll-up, et de stands modulaires, avec une originalité, c'est qu'on fait des stands qui sont clés en main, qu'on vend à des revendeurs. Donc, clé en main, ça veut dire qu'on va s'occuper à la fois de la structure et du visuel. Voilà, donc on va vraiment des choses comme une clé en main. Une autre originalité, on fait 60% de notre chiffre d'affaires en Europe et 40% en Amérique du Nord. Donc, on est sur une niche qui est le milieu du salon et de l'événementiel, mais on le vend un peu partout dans le monde. Voilà. L'innovation, pour nous, c'est une clé et le truc qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'en fait, un prisme pour l'innovation, c'est l'économie circulaire et toutes les problématiques environnementales. Alors, il faut savoir que nos clients, les exposants, ils ont 3 attentes sur un salon. La première, c'est d'être remarqué. C'est ce qu'on appelle le ROE, Return on Emotion. Donc, faire connaître sa marque, ses valeurs. Une deuxième chose, c'est le ROI, donc le Return on Investment. On est là pour gagner de l'argent. Et la troisième chose, pour rester un peu dans ces acronymes, c'est RSE. Donc, il y a une vraie attente de tous les exposants, tous les gens qui font des événements et des salons sur les problématiques RSE, donc social, économie, environnement. Moi, je peux vous citer quelques exemples. Les visiteurs sont en attente. Voilà, donc les gens visitant des salons sont très sensibles vraiment au côté environnemental. Est-ce que ça produit des déchets? Les sociétés, donc les visiteurs, les sociétés, donc les exposants, dans 99% des cahiers des charges pour les salons, il y a une partie environnementale. Et puis aujourd'hui, les villes, comme la ville de Paris, qui a une charte environnementale pour les salons, qui va être amenée à quelque part être de plus en plus stricte. Des pays comme l'Allemagne, mais aussi, par exemple, si vous voulez répondre aujourd'hui pour les Jeux Olympiques en 2024, pour faire de la signalétique, il y a une vraie clause sur l'environnement. Voilà. Donc nous, le milieu du salon et de l'événementiel, c'est un milieu qui génère des déchets, voilà, tout simplement parce que vous faites quelque chose qui est éphémère. Il y a une prise de conscience chez Duo en 2007. Il y avait une conférence qui faisait référence à Al Gore, qui avait fait un film qui s'appelait Inconvenient Truth. Et il y avait un jeu de mots avec Inconvenient Booth, parce qu'un booth, c'est un stand en anglais. Voilà. Et donc, on avait contacté, suite à ça, on s'est posé la question de savoir quel est l'impact environnemental de nos produits et à quelle étape et comment la réduire. Et on avait contacté à l'époque l'ADEME, la CCI de Montpellier et puis Efficient Technology. Et on avait fait une première étude ACV. Et cette étude ACV, en fait, on en a déduit quelque part toute une forme de stratégie et stratégie d'innovation, que ce soit dans la conception, le choix des matières. Donc, on a banni les aimants, on évite le plastique, on va prendre de plus en plus de matières recyclées. Dans l'impression, donc le choix d'une impression que nous on appelle par sublimation, c'est-à-dire sur du textile qui est plus léger, avec des encres à base aqueuse, donc on imprime vert. L'assemblage,
Donc la réparabilité, super important, on évite la colle, on évite le sertissage, on doit pouvoir trier les matières à la fin, on doit favoriser la réutilisation. En termes de fabrication, donc des panneaux solaires sur notre toit, 100% d'énergie verte, tout ce qui est chute, on a des chutes sur l'encre, on a un partenariat local avec Chimirec, on donne des chutes de tissu qu'on a imprimées à une association à Montpellier qui s'appelle GAM, Ressourcerie 34, les chutes d'aluminium, là on n'a pas de problème pour les recycler. Voilà. Et après, on s'est posé la question de la phase d'utilisation. Parce qu'en fait, dans cet ACV, on s'est dit que la phase la plus impactante, c'était l'utilisation. Pourquoi? Parce que vos stands vont tourner, donc il y a du transport, il peut y avoir des déchets en fin de salon. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé et on a créé en fait un système de stand modulaire qui est fait à partir de panneaux de cadres aluminium sur lequel on met un textile dessus. Voilà. Et en fait, en faisant ça, en créant ces cadres qui sont un peu comme des Lego, on s'est dit, on peut changer la manière dont on va commercialiser et l'usage. Et plutôt que de vouloir absolument vendre nos stands, on s'est posé la question de savoir si nos cadres, on ne pouvait pas les stocker à côté des lieux d'exposition, donc à Paris, en Allemagne, en Amérique du Nord, chez nos revendeurs, et juste envoyer la partie imprimée qui sont les visuels. Voilà. Et du coup, on a vendu à nos revendeurs, on les a stockés localement. Aujourd'hui, on a à peu près 60 000 cadres qui sont stockés localement, 60 000 cadres qui sortent 6 fois par an. Ça fait à peu près 850 000 mètres carrés de cloisons qui sont d'équivalent cloison tous les ans, qui ne seront pas faites en menuiserie ou qui seront jetées après les salons, voilà, qui sont réutilisables. Donc, pour nous, en fait, quelque part, le prisme environnemental et d'économie circulaire nous ont aidés à créer un produit qui est comme des Lego réutilisables, mais aussi un usage qui est quelque part de partage, de non-transport, de réutilisation, de réparation quand il le faut. Voilà, donc c'est dématérialisation, c'est location, stockage à proximité des lieux d'exposition, réutilisation des cadres, transformation des visuels en fin de vie. Alors ça, c'est un peu le parent pauvre. Les visuels sont en polyester 100% recyclés. Néanmoins, ils sont souvent sur des cycles courts. Donc aujourd'hui, soit on les donnait à on faisait de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on va les donner à des associations, notamment à GAM à Montpellier, qui peut transformer, créer des sacs. Mais aujourd'hui, on travaille aussi pour complètement les reprendre, broyer, refaire des pellets plastiques et puis pouvoir recréer des pièces. Donc, vraiment une stratégie complètement de plus en plus circulaire. Voilà. Ce qui est autre chose, donc 2007, c'est notre première analyse du cycle de vie et on a prévu cette année et on est aidé là-dessus par l'ADEME de refaire une analyse du cycle de vie pour vérifier quelque part ce que je suis en train de vous raconter là sur la réduction d'impact environnemental, donc qui nous permettra de caractériser tous les impacts au fil à chaque étape du cycle de vie, identifier des axes d'amélioration. C'est aussi tous nos claims, on va pouvoir les challenger via une analyse critique du pôle éco-conception. Et on a un configurateur qui permet de créer des stands. Ça va nous permettre aussi de pouvoir indiquer les données environnementales quand on crée son stand. C'est-à-dire qu'on connaîtra la consommation, CO2, eau ou un certain nombre de critères. Et ça permettra aussi de faire des choix. C'est-à-dire, est-ce que je loue? Est-ce que j'achète? Est-ce que le mieux, c'est de louer directement si j'installe en Allemagne? Voilà. Donc, en conclusion, toutes ces stratégies, ça nous permet vraiment d'innover en permanence, mais toujours avec vraiment l'économie circulaire et l'environnement en point très important dans notre cahier des charges. Ça nous permet d'avoir des nouvelles opportunités d'affaires. Aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir une politique environnementale si vous voulez travailler dans l'événementiel ou dans le milieu du salon. Ça permet d'avoir une communication aussi, parce qu'en fait, il y a une forte adhésion. Moi, je m'aperçois quand on recrute des personnes chez Lio, ils ont regardé le site. En général, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé la partie environnementale. Voilà. Et ça permet de dessiner pour les prochaines années
un modèle d'affaires qui est durable et rentable. Voilà. Tout à l'heure, j'entendais parler de la problématique de la ressource. On a la même. Voilà. Aujourd'hui, dans le stand, les menuisiers, ils ont eu 30% d'augmentation des prix, des difficultés d'approvisionnement. Bah, aujourd'hui, il faut mieux louer que vendre. Voilà. Et si j'étais exposant, je préférais acheter une prestation à un moment donné en disant, voilà, j'ai pris mon produit avec un usage donné que de l'acheter. Voilà. Donc, c'est assez simple. Et toute notre stratégie, en fait, est encore en développement. Voilà. Notre objectif, c'est de pouvoir encore grandir, de recruter. On est à Lansargues, à côté de Montpellier, pour pouvoir étendre notre stratégie de donc stand dématérialisé, à partir de cadres aluminium, donc stand modulaire, de tissus qu'on imprime, mais qu'on va essayer de traiter de manière la moins impactante possible. Donc voilà, en résumé, notre stratégie. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que vraiment, là, il y a tout un parcours qui a été initié depuis 2007. Ça nourrit votre développement. Vous êtes une entreprise aussi qui a eu une croissance en termes de nombre de salariés en 10 ans et avec des équipes qui sont extrêmement motivées dans ce qu'elles font, beaucoup de sens dans leur travail. De mémoire d'échanges avec quelques-uns de vos collaborateurs sur site, c'est tout du moins ce qu'on ressent et le fait d'avoir aujourd'hui aussi des données chiffrées sur le véritable impact d'une telle activité. Alors, quand bien même il y a eu un peu de stagnation sur les salons ces 2 dernières années, ça redémarre, mais peut-être ça va aussi aider à conscientiser l'impact que peuvent avoir ce type d'activité. Et je crois que là-dessus, vous étiez assez pionnier. Il y a une vraie volonté aussi de continuer à développer votre activité à l'international. C'est ce qu'on ressent et voilà, l'innovation au cœur de votre activité. Des questions, j'ai cru voir qu'il y avait une main qui s'était levée. Carole, est-ce que tu veux qu'on y réponde maintenant ? Oui, donc il y a quelques remarques. Donc pour l'instant, sur l'intervention précédente de Gaëtan. Notamment, et aussi une demande de prise de parole de Bastien Lanty. Donc, on va juste commencer par les questions qui sont dans le chat, qui s'adressent donc plutôt à Gaëtan. Donc, un des participants demande si vous avez rencontré des difficultés pour fédérer les acteurs de la filière bois et si oui, donc quelles difficultés et si oui, comment vous les avez surmontées, quelles solutions vous avez pu mettre en place pour les surmonter. Je réponds vraiment. Oui, si vous voulez, Gaëtan, comme ça on prend 5 minutes d'échange sur les deux témoignages, donc le vôtre et puis celui de Nicolas Chassin. Pas de problème. Donc effectivement, ça a été rapidement, on s'est rendu compte, et Véronique pourra en témoigner aussi, mais la problématique des réseaux et des interpros autour de la filière, quoi, des membres de la filière. Alors déjà, la filière du bois, elle est assez particulière et tous les départements se cassent un peu les dents sur le fait de faire communiquer des exploitants, les scieurs et les charpentiers, parce qu'ils n'ont pas le même langage et ni les mêmes attentes et ils n'ont jamais eu l'habitude de trop communiquer. Je pense quand même que la problématique qu'on a aujourd'hui avec le bois qui part à l'étranger avant de revenir chez nous fait un petit peu changer les choses, mais ça reste quand même très compliqué. Et après, ce qui nous a vraiment bloqué, c'était pour pouvoir avoir des données nécessaires à la constitution des fameuses FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, nécessaires pour les analyses de cycle de vie. Et en fait, chacune des fédérations, chacune des interpros avait un petit peu leur précaré et avait plutôt velléité à travailler au national qu'au local et à bloquer nos demandes de financement possible. Voilà. Et donc, en fait, ce qui a été bien, c'est la discussion qu'il y a eu avec l'ADEME de dire, bon, on n'arrivera pas à aller jusque-là. Qu'est-ce que vous pensez si on prenait plutôt ce chemin-là ? Et puis après, autre chose quand même, c'est que hors financement, on s'est quand même payé les services de quelqu'un qui s'appelle donc du coup Damien Arbeau, qui est chercheur indépendant en ACV et qui a été chercher les données lui-même, quoi. Il a appelé les fabricants de clous, les fabricants de palettes, les fabricants de visseuses, les fabricants de bois, les scieurs, et il leur a demandé vous consommez combien de litres de gasoil, combien de kilomètres. Il a été chercher à faire un travail de fourmi. Ces tableaux, faut se rendre compte, c'est illisible. Et lui,
lui, il y prend un pied incroyable. Et au final, il a réussi à nous sortir des données qui sont réelles, mais qui ne sont pas officielles parce qu'elles n'ont pas donné lieu à de FDES déclarés sur la base INIS, quoi. Voilà. Mais on a essayé de rester en dehors des considérations politiques. C'était pas très rigolo, mais on a fait attention à ça. Et puis après, la réponse la plus intelligente pour nous, ça a été de dire, ben, super, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, devenons membres du conseil d'administration de FIBOA, allons aux réunions, allons rencontrer ces gens. Et pour moi, personnellement, c'était pas toujours facile parce que j'avais plutôt envie d'y aller avec les mains d'un charpentier, quoi, hein, voilà. Mais en fait, c'était avant tout le bénéfice du projet qui était là, et puis le bénéfice des parties prenantes du projet, c'est-à-dire les entreprises qui nous ont commandé un résultat, une étude, et qui avaient besoin de pouvoir avancer face à une réalité qui est la mise en place de la RE 2020 et des obligations, quoi. Voilà. Ok, bah merci pour cette réponse complète. Si la personne qui voulait, Bastien Plantier, veut prendre la parole pour poser sa question en direct à nos deux intervenants, le micro est ouvert. Oui, bonjour, je vous remercie. Vous m'entendez? Oui, donc Bastien Plantier, direction de la commande publique et de l'achat à la région Occitanie. J'avais une question pour Nicolas Crestin. C'est sur, vous indiquiez, et à raison, que le public était très en attente de mise en œuvre de procédés qui collent aux démarches environnementales, à l'éco-responsabilité, etc. Et je voulais savoir, en termes de communication, en termes d'affichage, comment vous arriviez dans les salons à communiquer sur votre procédé, sachant que, par principe, votre client, le stand, c'est pour sa communication à lui. Et est-ce que justement vous arrivez à ce que les visiteurs des salons aient conscience que ce stand est issu d'un processus d'éco-responsabilité, et est-ce que ça se heurte pas parfois justement à la communication de l'autre entreprise qui, elle, ne souhaite pas afficher cela? Je vous remercie. C'est pas toujours facile, effectivement. On a l'impression d'être très volontaire et d'arriver à communiquer toutes les actions qu'on fait. C'est pas forcément facile. Après, on s'adresse déjà, à des revendeurs qui véhiculent notre message. Après, moi, je pense que les exposants, eux, vraiment, de plus en plus, regardent dans le détail tout ce qui est mis en place et ont besoin vraiment de preuves, puis ils sont de plus en plus compétents, hein, enfin, les personnes qui travaillent dans les grandes sociétés, qui connaissent parfaitement les matériaux. Voilà, donc on va déjà s'adresser à elles. Et après, moi je pense que sur les salons, le visiteur ne va pas le voir directement, mais par contre, je peux vous dire qu'il n'y a pas de déchets résiduels quand on monte un stand. Enfin, il n'y a pas en tout cas dans la communication qui pourrait avoir lieu, c'est quelque chose qui est assez, quelque part, bordé, quoi. Voilà. Après, il y avait une autre question sur pourquoi est-ce qu'on utilise des cadrans en aluminium. C'est une excellente question. On utilise des cadrans en aluminium parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus stable dans le temps. Notamment, nos cadres sont stockés. Donc, les cadres, ils sont réparables, ils sont réutilisables. Voilà, donc ils sont stockés. Et puis, après, ils voyagent, donc des fois dans des conditions d'humidité. Après, on vend au Canada, où ils peuvent attendre par moins 30. Voilà, donc l'aluminium, c'est ce qu'il y a de plus stable dans le temps. Aujourd'hui, notre aluminium, il est à 40% de matériaux recyclés. Donc, on pourrait faire mieux. Il est complètement recyclable, ça, il n'y a aucun problème. En fait, on les recycle quasiment jamais parce que de toute façon, on les garde dans le temps. Voilà. Après, on travaille. Aujourd'hui, on avait imaginé de les faire en PVC, mais on n'est pas fan du tout du PVC. Et on travaille sur le bois. Le problème du bois, c'est que globalement, le bois, c'est une matière un peu organique qui bouge. Et c'est difficile de le garder dans le temps. Enfin voilà, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, on a une réflexion là-dessus. Merci beaucoup pour ces questions-réponses. Je propose de passer aux
au témoignage suivant. Donc, Véronique, je te repasse la main, puisqu'il y a des réponses Oui, aussi qui seront de manière automatique dans le chat. Donc, merci Gaëtan, merci Fabrice pour vos questions-réponses. Merci à vous deux et on va donner la parole à Erwan Trotou. Erwan, vous êtes présent parmi nous? Je crois que voilà, Erwan, il doit être présent et il a, il a une présentation support. Et je peux, oui, j'ai mis quelques slides. Merci. Alors, je vais quand même introduire un tout petit peu, Erwan, si tu veux bien. Vous êtes le directeur général fondateur de Sapoval qui est dans le Tarn, et vous êtes une entreprise d'ingénierie et vous proposez en particulier l'étude de la mise en œuvre de technologies innovantes pour la valorisation des eaux usées et des sous-produits associés. Et là, vous avez souhaité développer une offre commerciale qui soit basée sur le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc une autre façon d'organiser son modèle d'affaires dans le monde industriel. Donc, je vous donne la parole pour la présentation à la fois en grande ligne de vos activités et pourquoi changer de modèle d'affaires, qu'est-ce qui vous motive et où sont les ressources, enfin l'innovation dans cette approche. Bonjour et puis merci beaucoup de l'invitation et pour parler de ça et échanger sur ces thématiques. Je vais représenter en quelques mots Sapoval. Donc moi j'ai fondé Sapoval il y a maintenant 8 ans. Aujourd'hui on est 17 personnes. On est né historiquement d'un transfert de technologie sur le traitement des déchets gras issus des stations d'épuration. Et aujourd'hui on propose tout un tas de prestations d'ingénierie, d'audit, mais aussi de travaux et de conception-réalisation d'unités de traitement des eaux, de traitement des déchets, principalement au milieu industriel ou aux stations d'épuration urbaine. On peut passer rapidement sur la diapo suivante. Concrètement, en fait, là, c'était un exemple type de présentation d'avant-travail qui était, nous, on vend globalement des études environnementales et dans le études et le environnement à des industriels. Et à la fois dans le côté études et environnement, on est vite confronté à des gros débats qui ne sont que sur la partie économique de l'offre et pas sur tout ce que ça apporte à nos clients. Donc l'idée là, c'était un peu de changer d'angle d'attaque, et notamment en discutant avec des gens qui avaient déjà fait un peu cette démarche, Terre de FC ou d'autres, sur la partie économie de la fonctionnalité et de la coopération, avec peut-être des choses qu'on faisait déjà, mais qu'on avait du mal à valoriser. Et l'idée un peu derrière ce projet, pour nous, il était d'arriver à donner du sens à la fois dans notre discours à nous, nos salariés, aussi bien commerciaux que chargés d'études, etc., mais aussi pour nos partenaires, pour essayer de mieux valoriser ce qu'on faisait et donc mieux le vendre. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à monter un projet en lien avec Terre de FC Occitanie, qui est soutenu aujourd'hui par la région Occitanie et l'ADEME, en s'appuyant sur un certain nombre de spécialistes de ce type de transformation pour essayer de concevoir une nouvelle offre commerciale sur le déploiement de notre expertise en environnement. Avec tout un travail qui sera fait dans un deuxième temps sur une partie valorisation, puisque le travail est en cours. Aujourd'hui, on est à la phase 3 implémentation, mais l'idée, donc là, je vais pouvoir vous parler des 3 premières phases et déjà des résultats. Et effectivement, alors la diapo, elle est très lourde, mais ça montre aussi que c'est un investissement. C'est-à-dire que nous, on a commencé concrètement par refaire. Bon, concrètement, quand on fait une prestation, qu'est-ce qui se passe? Avec qui on travaille? Qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement les uns vers les autres? Mais aussi bien les clients que les DREAL, que les partenaires des clients, le client du client. Et au final, essayer de faire cette cartographie-là, qui a l'air assez complexe comme ça, vu de loin, pour essayer de révéler, de voir toutes les valeurs qu'on apportait, peut-être les liens qu'on ne faisait pas aussi. Et donc derrière, là, en bas à gauche, on voit aussi on a essayé de se positionner à la place du client à travers des ateliers d'intelligence collective
pour essayer de voir ce qu'on faisait qui était mal valorisé, ce qu'on ne faisait pas qui pourrait être valorisé, et de réfléchir d'abord seul, ensuite avec des partenaires, et ensuite aussi avec des clients, en les faisant venir. Là, on voit sur le milieu là, tous les post-it, ça a été on a mis en place un hackathon où on a fait venir, on était quasiment une trentaine au total, entre des clients, des collectivités, des entreprises partenaires, etc., pour essayer de réfléchir ensemble à comment changer un peu le modèle. Et ça, derrière, on a continué à le travailler en équipe, on le voit un peu plus à droite, et avec des illustrations pour essayer de montrer un peu la démarche qu'on pouvait avoir pour arriver à une offre, sachant qu'on parle toujours d'ingénierie, donc quelque chose, c'est pas un produit, c'est de la prestation de service, c'est de l'étude, qui soit un peu plus global et surtout plus partenarial, à la fois dans sa présentation, dans son développement et aussi, pourquoi pas, dans sa rémunération derrière. Si on passe sur la diapo suivante, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, vous voyez la diapo à gauche où voilà, on imagine avoir une offre qui est un peu une brique en or, transformer l'eau en or, et de montrer que d'avoir une gestion globale de l'eau et de valorisation des composantes des eaux usées peut avoir tout un certain nombre d'intérêts qui sont à peu près toutes les bulles sur le côté, que ce soit de sécuriser l'activité de l'industriel, gagner économiquement évidemment, mais aussi gagner en termes de valorisation des personnels, de formation des personnels, etc., etc. Et aujourd'hui, on est dans la phase du milieu, qui est la phase des tests, où on a imaginé un certain nombre d'outils, alors soit des outils matériels du type je mets des choses qui nous permettent de consulter à distance les données de nos clients chez nous. Je mets en place des processus et des questionnaires, des outils aussi de calcul qui vont permettre d'être plus rapides dans certaines phases d'études pour pouvoir viser ensemble des gains de performance des stations d'épuration, des gains économiques et des gains environnementaux sur ces stations d'épuration, et de pouvoir les caractériser, les quantifier en quasi temps réel. Et puis, je vais chercher aussi pour nos clients, les mettre en contact avec les bons partenaires financiers, les bons partenaires techniques sur des sujets connexes. Et donc là, on est effectivement dans cette phase chez 2 clients partenaires de tests, d'aller-retour, avec l'ambition de standardiser un peu tous ces outils d'ici le milieu d'année prochaine. Au bout de 11 mois, puisqu'on a démarré, au 1er janvier dernier vraiment ce travail, ça a été un travail, je dirais qu'il y a un travail qu'on prend très rarement le temps de se poser et de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et ça, c'est le premier vrai gain que je vois, outre l'offre qui sera potentiellement correctement packagée courant d'année prochaine, etc. Ça nous a permis quand même de vraiment regarder où est-ce qu'on était bon, où est-ce qu'on l'était moins, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, quelles étaient aussi les opportunités de développement. Et ça on a pu le confronter à la fois avec nos clients, avec... hop, alors là, on ne voit plus la présentation. Tac. Pardon. On a pu donc le challenger à avoir des vrais axes de travail, et je pense qu'on a une liste de 20-30 actions potentielles à mettre en place en plus de ce projet-là derrière pour faire de l'amélioration de notre approche et aller chercher d'autres marchés. Il y a eu un vrai, et ça c'est même le gain le principal que j'y vois, c'est le côté valorisation et engagement des équipes dans la démarche. En interne, même plus qu'en externe, où voilà, le côté je donne du sens à ce que je fais et j'y mets les moyens qu'il faut, il y a une vraie solidarité et ambition commune qui a pu se mettre autour de ce projet-là. Commercialement, je pense que ça nous a aussi permis de faire un pas de côté dans notre argumentaire commercial, dans la façon dont on approche les clients. Et ça, je pense que c'est aussi une force pour l'avenir. Et derrière, ça génère aussi plein d'effets indirects. Voilà, des entreprises avec lesquelles on se connaissait de loin, mais d'avoir cette démarche, de se côtoyer dans des réseaux
identiques, ça a permis de créer des nouvelles synergies qui parfois, on travaille avec des entreprises qu'on a pu côtoyer à travers ce projet d'ores et déjà. On a développé aussi des outils internes et externes, j'en ai parlé rapidement, mais utilisables pas que pour cette offre, mais aussi pour d'autres offres de manière partielle. Par contre, voilà, quelque chose qui est sûr, c'est que c'est engageant, c'est du temps, c'est de l'investissement matériel, du développement. C'est un peu long à l'échelle d'une TPE et c'est un projet vraiment structurant et voilà. Mais en tout cas, il y a plein de bénéfices directs, indirects, chez nous, chez des clients, voire chez des entreprises avec lesquelles on collabore. Donc un vrai parcours enrichissant. Je dirais aussi, enfin, c'est très complet. Merci beaucoup, Erwan. C'est ce que vous dites. Il y a ce côté, enfin, qui caractérise aussi ces démarches-là de construction qui prennent du temps, de mobilisation des différentes parties prenantes autour de votre activité. La construction aussi d'une confiance entre les différents interlocuteurs. Une confiance, ça ne se décrète pas, la confiance, hein, ça se construit. Et je crois que là, c'est un vrai, c'est aussi un vrai travail qui a été mené dans le cadre de ce projet de construire une confiance entre les différentes parties prenantes, parce que ce n'est pas évident de développer cette démarche-là pour de l'ingénierie, comme vous le disiez, hein, c'est plus complexe que pour des produits, ou du moins c'est très différent. Et il y a aussi cette valorisation territoriale aussi de l'action que vous menez, hein, avec plusieurs partenaires sur le territoire du Tarn, voire au-delà, mais entre autres sur le département du Tarn. Donc je crois que c'est ce travail de mutualisation, de synergie, pardon, que vous mettez en place à travers ce projet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on parle des entreprises complémentrices, là, effectivement, elles sont toutes en Occitanie en tout cas, beaucoup dans le Tarn. Les 2 clients dont on parle, ils sont dans le Tarn et puis et effectivement, et vous avez tout à fait raison sur la partie confiance, parce que c'est pas forcément facile, hein, de faire venir un client. Enfin là, on se dévoile complètement, hein, dans ce genre on dévoile les dessous de nos prestations et de comment ça se passe, etc., etc. Donc de faire venir à la fois des partenaires et des clients à ce genre d'activité, voilà, c'est effectivement, c'est pas une habitude, mais par contre, avec du recul, c'est vraiment ultra. Enfin, on apprend plein de choses. Je ne sais pas s'il y a peut-être une question, Carole? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le fil de conversation. Donc, on peut éventuellement passer, je propose qu'on passe au témoignage suivant, puis après, ça laisse le temps aussi de revenir sur les 2 témoignages. Avec plaisir. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Erwan. Et nous allons donner la parole à Thomas Combe. Et en complément de son intervention, l'intervention de Mélanie Fourcy du programme Booster Tout à fait. Donc, ah oui, je pensais qu'on pourrait commencer dans l'autre sens pour que j'introduise Thomas. Je m'étais dit, oui, quand j'ai vu dérouler, peut-être c'est pas mal de parler du booster. Tout à fait. Donc du coup, oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Mélanie, donc je travaille dans une association qui s'appelle Les Canaux. Et donc, je suis en relation avec Thomas de Collectif Tournesol dans le cadre d'un programme d'accompagnement qui s'appelle le Booster Circulaire et avec lequel donc j'accompagne 20 fabricants de mobilier à faire de l'innovation dans le mobilier en économie circulaire. Donc rapidement, Les Canaux, c'est une association qui est basée à Paris et qui a pour mission de mettre en relation et soutenir les acteurs engagés pour la planète et la solidarité. Mais je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que ce n'est pas le sujet. Et donc, le Booster Circulaire, c'est un programme d'accompagnement sur 18 mois. Le but, c'est pendant 9 mois d'aider les fabricants de mobilier à prototyper un meuble en matériaux de réemploi. Et ensuite, on a une phase de commercialisation où vraiment, la logique, c'est vraiment de montrer que la filière du mobilier en réemploi est en train de se structurer et qu'aujourd'hui, il y a des acteurs comme Collectif Tournesol
qui sont en mesure de répondre à la demande grandissante des acteurs publics et privés pour l'ameublement responsable de leurs espaces. Et donc, on a un beau témoignage de Thomas qui va nous expliquer comment eux, ils font de l'innovation en économie circulaire sur leur mobilier en général et puis peut-être sur leur prototype développé dans le cadre du booster circulaire. Merci Mélanie. Bonjour à tous. Donc, je suis avec Arnaud aussi, qui est un de mes associés. Donc, nous, on est collectif sur nos sols. On est 6 associés au départ. Donc, je vais vous raconter un petit peu notre parcours. Donc, nous, au départ, on est architecte. On est 6 amis architectes rencontrés à l'école d'architecture de Toulouse. Et depuis toujours, on est hyper engagés d'un point de vue écologique et au moins de se lancer ensemble. Voilà, ça a été l'un des fondements de notre création d'entreprise, d'avoir l'axe majeur tourné vers l'écologie. Et donc, nous, notamment, notre credo, c'est le réemploi. Donc, le réemploi de matériaux issus de démolition ou issus de chutes industrielles. Donc, ça représente énormément de déchets en France chaque année. Je crois que sur le secteur du bâtiment, c'est 250 millions de tonnes par an qui sont générées par le milieu du BTP. Donc, c'est le plus gros fournisseur de déchets en France. Et du coup, on s'est dit, bon, mais comment faire que faire de cette matière? Parce que ça reste de la matière. Hein, le déchet, pour nous, ça reste une matière. Et du coup, on s'est lancé sur ça il y a 2 ans et demi maintenant. Et c'est vrai que dans le milieu de l'archi, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que c'est un milieu qui est très normé et c'est normal. Et ça a un peu d'inertie, donc ça met un peu de temps. Donc, c'est vraiment en train de se mettre en place en ce moment aussi. On fait partie aussi de cette mouvance-là, mais là, je ne vais pas en parler. Mais du coup, pour commencer, nous, on s'est lancé dans le mobilier où on s'est dit que ça sera peut-être plus malléable pour nous de trouver les matières, de savoir quoi en faire, de le dessiner, d'avoir un peu, de maîtriser un peu toutes les échelles de la conception à la fabrication. Et du coup, on est parti sur le fer à béton. Donc, le fer à béton qui est utilisé notamment pour le ferraillage du béton, pour faire du béton armé dans la construction, donc un des éléments phares de la construction aujourd'hui. Et on allait voir un fabricant de fer à béton à Toulouse qui s'appelle SABTP, et donc qui lui a énormément de chutes de production en fait. Et donc qui partent ces chutes à la benne pour être refondues ensuite pour refaire à nouveau du métal. Mais du coup, nous on s'est dit, mais plutôt que de le transporter, il faut qu'il soit refondu et qu'il redevienne du métal, ben, ça reste une matière qui est utilisable. On a récupéré quelques bouts et on a commencé à faire notre premier projet à partir de ça. Donc nous, on fait nos mobiliers à partir de ces fers à béton qui nous permettent de faire des étagères très épurées avec des lignes très simples et qui font faire donc, nos structures, de faire des bibliothèques notamment ou le mobilier qu'on est en train de développer en ce moment avec les canaux, qui est un paravent étagère modulable. Voilà, notre nouveau projet, notre nouveau concept, qui va être en fait un mobilier en kit qui va être envoyé par la poste. Et donc notre but à travers les canaux, c'est de massifier en fait notre production de mobilier en réemploi et donc de proposer en fait à des particuliers, des professionnels ou des collectivités d'acheter du mobilier 100% écologique en fait parce que 100% issu de déchets. Donc voilà, nous c'est un peu ce qu'on vend à travers Tournesol. Je ne sais pas, Arnaud, si tu veux ajouter autre chose, peut-être. Mais le défi, surtout là, qu'on relève avec le booster, ça a été d'avoir un meuble qui soit 100% réemploi. Parce qu'au début, on avait seulement nos structures qui étaient en fer à béton. Maintenant, la prochaine étape, c'est que les plateaux aussi soient issus de chutes industrielles. Donc, on a signé un partenariat avec une usine toulousaine de tôle métallique. Donc, l'idée, c'est de récupérer ces tôles métalliques pour faire nos plateaux, afin d'avoir un mobilier, du coup, comme je dis, 100% réemploi. Et le deuxième défi, c'était la livraison. Parce que nos premiers meubles qui prenaient de la place n'étaient pas envoyables en kit par la poste facilement. Donc là, ce qu'on développe avec le booster, c'est un objet qui soit déployable et montable facilement par le client afin de massifier les commandes
et de pouvoir livrer plus facilement partout en France. Voilà. Du coup, nous, on essaie vraiment d'avoir une conception, vraiment une éco-conception de A à Z sur ce projet, avec des sous-traitants qui soient locaux. Donc, nous, on est 100% local, 100% français, 100% toulousain. Donc, on travaille avec l'ICAM en production. Donc, c'est un partenariat qu'on est en train de créer, qu'on a créé. On est en train de faire notre premier projet avec eux. Donc, là, il y a des ateliers l'école de production de l'ICAM, donc qui fait beaucoup d'insertion aussi avec des jeunes qui sont sortis du milieu scolaire ou des migrants. Voilà, donc c'est des valeurs aussi qui sont importantes pour nous et que voilà, on trouve que c'est intéressant d'avoir un produit qui soit 100% éthique aussi, quoi. Donc voilà, et sur la livraison aussi, on est en train de mettre en place notre volonté aussi, c'est de pas de passer par des distributeurs locaux parce qu'aujourd'hui la livraison, c'est aussi une problématique écologique qui prend un essor considérable. En plus, après dans le monde d'après confinement. Donc aussi, voilà, on essaie d'avoir une réflexion, peut-être de livrer par nous-mêmes tous les trimestres plutôt que de livrer en 24 heures. Voilà, on ne va pas concurrencer Amazon. Donc de prendre les commandes et de livrer que tous les trimestres pour faire un seul tour de France de livraison plutôt que de faire plein d'allers-retours à chaque fois. Qui serait énormément consommatrice aussi d'énergie fossile. Donc, on va vous montrer en direct, on est dans nos locaux, donc on va vous montrer en direct notre proto qu'on est en train de développer avec le booster. Donc, bon, je ne sais pas si vous allez très très bien voir, il ne fait pas très très lumineux aujourd'hui. Hop. Ouais, voilà, donc là, vous voyez à peu près, donc, je vais arrêter de bouger la caméra, le concept, donc avec les fers à béton, là, qui servent et qui sont ici, et nos plateaux qui sont en alu-cobon, qui sont de revêtement de façade, en fait, qui est aussi un déchet industriel qu'on récupère, donc qui est une chute, donc avec une entreprise qui fabrique des revêtements de façade et qui a énormément de chutes de production. Donc, nous, on lui récupère ces chutes et à partir de ça, on fait nos plateaux. Donc, voilà, vous avez un peu une idée de ce qu'on fait. Je ne sais pas, on a un tabouret aussi peut-être. Le tabouret, il n'est pas là, il est parti bon. en proto. Je vous invite à regarder notre site internet. Ouais, je vous mets tous nos modèles. Ouais, je vous mets dans le chat. Je vous mets dans le chat notre lien vers notre site internet. Vous avez quelques exemples de nos réalisations si ça vous intéresse. Ou sinon sur Instagram aussi, on est très présent. Voilà. C'est bien notre site internet. Hein. Moi, je suis allée avant le webinaire faire un petit tour. C'est très complet. Pensez à un site internet. Je ne sais pas comment est fait votre site internet. Sachez que le numérique responsable, je ne sais pas si votre réalisateur de site a intégré la frugalité dans le développement, mais ça peut être aussi une possibilité de rajouter à un moment le label numérique responsable sur votre site. Pourquoi pas, il faut qu'on se renseigne, mais après, ce site-là, on l'a réalisé nous-mêmes aussi. Donc, voilà, donc on ne sait pas si on a été frugaux ou pas sur ça, mais il nous semble. À suivre. En tous les cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si Mélanie peut-être rajouter quelques éléments sur comment vous suivez ce dispositif, le caractère articulation, on est bien innovation, économie circulaire. Je suppose que vous avez toute une façon de suivre ces différents projets. Tout à fait. Alors, donc, du coup, comme je disais, moi, j'accompagne 20 fabricants de mobilier et il y a un quart de cette promotion qui est située en Occitanie. Et donc, pendant la première phase qui est celle de prototypage, on va organiser beaucoup de formations pour aider ces fabricants de mobilier à innover en économie circulaire. Donc, il y a certaines structures qui sont déjà comme Collectif Tournesol de base dans le réemploi de matériaux. Et puis, on a d'autres structures du programme qui, elles, découvrent un petit peu cet aspect-là du mobilier. Donc, on va avoir des formations sur comment trouver un gisement de matière, de matière rebut qu'on peut réemployer et comment pérenniser ce gisement. Et c'est vraiment ça la logique, c'est partir du gisement pour innover plutôt que penser à un produit et ensuite trouver les matières. Là, c'est vraiment le gisement qui vient guider l'innovation, comme le disait très bien
Thomas. Donc voilà, après on a d'autres sessions de formation pour pérenniser ces innovations et ensuite les commercialiser. Et du coup, à l'issue des 18 mois, dans le cadre de ce projet, de ce programme, je suppose que voilà, il y aura une communication qui sera faite pour mettre en lumière ces travaux. Tout à fait. Alors nous, on organise donc une exposition. Donc elle aura lieu très probablement vers la fin du programme, donc en septembre 2022. Et surtout, on édite un catalogue qui a vraiment pour vocation, encore une fois, de montrer aux acheteurs que voilà, ils ont un outil clé en main pour passer commande à des acteurs qui font du mobilier en économie circulaire et voilà, propager cette démarche. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Peut-être, y a-t-il des questions, Carole? Oui, donc il y avait une question sur l'intervention du collectif Tournesol, savoir si le collectif était en contact ou avec des liens avec la SCOP Merci René, qui travaille aussi sur ce sujet du réemploi du mobilier et qui, je crois, est aussi accompagné dans le cadre, il y a peut-être des liens avec aussi le programme Booster circulaire. Alors oui, Merci René, on les connaît très bien. On bosse avec eux sur certains projets, notamment sur du mobilier au marché-gare, voilà, le Mine à Toulouse. Donc voilà, donc bien sûr, c'est des gens dans un petit monde, le milieu de l'économie circulaire, notamment sur le mobilier en Occitanie. Donc on se connaît tous très, très, très rapidement. Voilà. Merci. Et nous, au Cano, oui, on les connaît bien aussi. On n'a pas forcément eu encore l'occasion de faire des synergies concrètes avec eux, mais je pense que ça ne saurait tarder. Merci. Une autre question plutôt sur le prix, sur comment vous mettez, quel prix vous proposez, comment vous décomposez le coût. Ouais, alors sur le prix, du coup, c'est un vrai sujet en fait. Nous, jusqu'à présent, on réalisait nous-mêmes nos mobiliers, donc on va chercher la matière, on a un atelier, on fabrique, voilà, on fait tout de A à Z, donc ce qui prend énormément de temps en fait, sachant que voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc vu que on a commencé par faire des pièces sur mesure, des pièces uniques. Donc c'est un certain coût, c'est du design quoi. Donc nous, pour vous donner un exemple, une bibliothèque en général, on la vend entre 2 et 3 000 euros. Voilà, donc nous aujourd'hui, on a envie de vraiment, par la massification du réemploi et par un processus industriel, c'est un peu un gros mot, mais on va dire d'avoir des sous-traitants qui qui ont de la capacité de production, etc., de réduire nos coûts. Et donc, par exemple, l'étagère que je vous ai présentée, on souhaiterait la commercialiser aux alentours de 500 euros prix public, donc TTC. Donc voilà, du coup, c'est vraiment de faire baisser les coûts par de la conception, en fait, aussi de dire finalement, il y a moins de travail parce qu'il y a une partie qui est faite par le client, vu qu'il assemble l'étagère. Il y a la matière. Avant, on travaillait beaucoup avec le bois, donc il prend beaucoup de temps de travail. Là, on travaille avec de la Lucobon, qui est une matière voilà, qui est en métal, qui est de l'aluminium, qui est thermolaqué. Donc voilà, on a très peu de travail dessus, donc de réduire un peu le temps de travail pour avoir des coûts plus faibles, quoi. Ah, pardon, c'était pas ça la question? Si, c'est très bien, merci. Non, il y a juste une remarque effectivement sur l'accessibilité des meubles réemployés, mais ça, vous venez d'y répondre. Après, là, on débute aussi sur le sujet. Les filières vont se construire, donc de fait, on espère que les prix soient plus accessibles, soient accessibles en tout cas au plus grand nombre. Alors voilà, si je peux ajouter un dernier point, c'est que surtout sur lequel il faut se rendre compte, c'est que comme les labels français, je vais parler par exemple du slip français, ils vont pas concurrencer slip Amazon, quoi. Donc clairement aussi, il y a aussi cette notion-là que nous, on est 100% local, on est 100% toulousain, toute notre main-d'œuvre, on n'a rien qui est délocalisé en Chine, en Pologne ou en Tunisie. Donc c'est vraiment, on fait travailler des acteurs locaux avec des emplois qu'on essaie d'être intéressants aussi avec de l'insertion. En plus, ouais, en économie sociale et solidaire aussi, donc c'est sûr qu'il y a tout un travail d'insertion professionnelle qui est valorisable aussi pour la société. Voilà. Donc ça, et voilà, c'est aussi ces coûts-là. C'est sûr que nous, on va pas chercher à concurrencer Ikea, ça c'est certain, mais par contre, Habitat, ouais, ça on va essayer. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention complémentaire.
on va donner la parole pour clôturer ces retours d'expérience aussi variés qu'intéressants. Et on va donner la parole à Cédric Laurent. Cédric Laurent, vous êtes PDG de Colibri Peinture. Vous concevez des peintures décoratives d'intérieur à base de matières naturelles et proposez des services. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte d'innovation de votre démarche, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, merci pour l'invitation. Peut-être un petit peu d'histoire avant pour raconter comment est née l'entreprise. Il y a 6 ans, moi j'étais dirigeant d'une entreprise de rénovation. Je rénovais entre 15 et 20 logements par an. Et à la naissance de mon 3e enfant, s'est posé la question de la peinture de sa chambre. Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver un produit qui n'allait pas polluer l'air intérieur de sa chambre. Ne trouvant pas le produit sur le marché, on a décidé de le créer. Voilà, donc effectivement, on est passé par une première phase d'innovation. Ça a été, si vous voulez, un plan d'innovation de rupture en 3 grandes phases. Et sur 2 marchés, en fait, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un autre marché qui était assez proche de la vie de mes enfants, c'était le marché des loisirs créatifs. Donc, on a décidé de lancer un produit fabriqué à base de résine végétale pour qu'il n'y ait plus de microplastiques présents dans ces produits. Ça, c'était la première innovation. La deuxième innovation, c'était une rupture d'usage pour lutter contre le gaspillage de peinture, puisque chaque année, on gaspille 19 millions de litres de peinture. C'est des produits qui vont être incinérés et générer 150 000 tonnes de CO2 par an. Donc, on a tous l'expérience du vieux pot de peinture au fond du garage qui sert à rien, où on a pensé pouvoir le réutiliser un jour. Et donc, on a lancé une rupture d'usage avec une offre qui s'appelle Click and Paint, où on arrête de vendre la peinture au litre, mais on la vend plutôt au mètre carré, ce qui fait que la juste quantité évite le gaspillage. Et la troisième innovation de rupture, qui est une rupture industrielle qui est en cours, là, ça prend un peu plus longtemps, puisque l'idée, c'est de ne plus mettre de conservateurs perturbateurs endocriniens dans les peintures, et de remettre en cause l'usage de l'eau dès la fabrication du produit. L'idée, c'est plutôt que ce soit le consommateur final, qui soit applicateur ou particulier, qu'il mette lui-même l'eau dans le produit. Donc, c'est 3 phases d'innovation de rupture, 2 qui ont un vrai sens R&D, une qui est plus une rupture d'usage, parce que j'ai considéré assez rapidement que vendre de la peinture, c'est intéressant, mais vendre la fonctionnalité d'usage du produit, c'était aussi très intéressant, dans le sens où ça crée de la valeur ajoutée, puisque en vendant la peinture au litre et plus au mètre carré, l'inverse, la vendre au mètre carré et plus au litre, nous a permis d'augmenter, de multiplier par 5 le panier moyen de nos ventes, et d'atteindre une audience aussi importante sur notre site internet qu'après 18 mois d'activité, en seulement 2 mois. Donc, le marché est aussi en attente Oui, bonjour madame de conseils. Weber. J'avais appelé ce matin par rapport Voilà. Ben, malheureusement. Merci monsieur Weber. Je ne sais pas si je suis encore en ligne parce que j'entends pas de. Oui, allez-y, excusez-nous. Il y a eu effectivement monsieur Weber qui a ouvert son micro de manière. Qui Weber est une marque de peinture aussi, mais pétrochimique. Alors je ne sais pas. Donc j'en étais à expliquer le sens de l'usage dans notre commercialisation, et c'est en ça aussi que l'innovation peut avoir du sens. C'est donc d'intégrer dans un produit un peu basique l'usage de ce produit et des services associés qui permettent de créer de la valeur ajoutée. Ben merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, aujourd'hui, en fait, l'existence de votre entreprise est assez récente, c'est ça? On a créé Colibri en 2018. L'idée est née en 2015 et l'entreprise a été créée en 2018. Aujourd'hui, on a 9 collaborateurs. On distribue sur toute l'Europe. On continue d'innover puisqu'on vient de lancer un nouveau plan R&D avec l'embauche d'un doctorant qui est aussi une collaboration avec l'ENSIA 7 à Toulouse. Donc, c'est aussi ça pour moi l'économie circulaire, c'est aussi de
de mettre en valeur les ressources locales en termes d'ingénierie ou de recherche. On n'est pas proprement dit dans le recyclage hein, dans notre démarche, puisque tous nos produits sont des produits à base de matières premières neuves, si je puis dire. En revanche, on a une vraie implication quant au non-gaspillage des produits. On ne fabrique pas 10 tonnes d'un coup. On va essayer de faire des fabrications assez courtes. Et puis, on se rend compte aussi que d'avoir fait le choix de matières premières françaises pour la plupart nous a permis d'éviter ces problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché, sur les approvisionnements de matières premières, etc. Donc, l'économie circulaire, l'économie locale, ça a beaucoup de sens dans des phases de crise comme on connaît aujourd'hui, où on n'a pas la dépendance aux matières premières qui peuvent venir d'Europe ou voire de beaucoup plus loin. Donc ça a vraiment du sens aussi. Pour parler aussi du prix du produit, on a fait une étude de marché avant de créer l'entreprise. Enfin, au moment de lancer le produit, prêt à changer ses habitudes et d'acheter des produits un peu plus innovants et un peu moins polluants pour 15% de plus. Et aujourd'hui, c'est un pari qu'on arrive à tenir, c'est-à-dire qu'on est rentable depuis la première année, aujourd'hui, même avec la phase d'accélération qu'on connaît. Et donc, c'est intéressant de voir que le consommateur est au rendez-vous, même si le produit est un petit peu plus cher que ce qu'il a l'habitude d'acheter en grande distribution. Voilà. Ok, ben vous répondez à de nombreux enjeux, hein, des enjeux en matière de ressources, des enjeux en matière de santé aussi. Hein, c'est bien sûr, il y a des liens en matière d'environnement et santé, il y a des liens très forts. Et du coup, l'innovation, les innovations que vous avez créées sont complètement en phase avec la transition écologique et l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a peut-être des questions qui viennent de nos participants? Carole? Non, il n'y a pas de questions ou de remarques, de demandes de précision pour le moment. Ça pourra peut-être venir par la suite, en tout cas. En tous les cas, merci beaucoup pour cette présentation à la fois riche et synthétique. Et merci à tous nos intervenants sur leurs divers métiers, leurs diverses innovations qui viennent nourrir cette transition écologique à laquelle on participe hein, et pour laquelle on souhaite vraiment la multiplication de retours d'expérience et que ça nourrisse les participants qui, voilà, pour certains qui peut-être hésitent encore à passer le cap. On voit bien aussi que ça répond à ce que dit, enfin, je retiens ce que dit Cédric Laurent, là, le fait que la période aussi qu'on vient de vivre hein, de crise sanitaire a remis aussi à plat et a remis au cœur du sujet nos dépendances à un certain nombre de produits. Et donc peut-être l'occasion de changer de cap, de vraies ruptures qui sont réalisées par les uns et les autres. La mobilisation aussi des jeunes générations, puisqu'on voit ces jeunes entrepreneurs qui se lancent dans des challenges hein, d'offrir des alternatives dans différents domaines, que ce soit de mobilier, que ce soit du service, de l'ingénierie, mais que ce soit aussi des produits du quotidien et des produits aussi industriels. Il y en a parmi vous qui ont déjà plus de 10 ans d'innovation derrière eux qui nourrissent la transition écologique. Donc, merci à vous tous. Je pense, redonner la parole à Carole qui va nous démarrer le petit tour d'horizon de ce aussi sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous aider à poursuivre votre action engagée. Est-ce que je peux me permettre une petite remarque rapide? Supplémentaire. Oui, allez-y. Allez-y, Cédric. Okay. J'ai entendu que nous avions parmi nous le responsable des achats du Grand Toulouse, je crois. Et donc, le commentaire que j'aurais souhaité faire, c'était que
Dans l'innovation et dans ces recherches d'optimisation de l'économie circulaire et d'innovation, il y a un point important qui me semble pas forcément toujours bien abordé, et j'en ai fait un peu l'expérience, c'est qu'il est important que les pouvoirs publics soient aussi nos moteurs. J'entends par là, quand une innovation peut avoir du sens, quand on a créé Colibri, c'était pas simplement pour créer un produit qui allait être décoratif, sympathique et écologique, mais c'était surtout et avant tout pour apporter une solution pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Et cette amélioration de la qualité de l'air intérieur, elle n'a pas du sens simplement pour le particulier qui va repeindre la chambre de son enfant ou qui va repeindre son salon, mais elle a aussi du sens pour nos enfants qui sont dans les écoles, pour nos aînés qui sont dans des maisons de retraite. Et je pense que ce genre d'innovation, enfin la mienne et certainement plein d'autres, mais doivent être portées par l'achat public. Même parce que ça permet de vulgariser des produits qui sont un petit peu à la marge. Et quand ils ont du sens pour le bien-être de tous, la force de l'achat public peut vraiment donner un coup de boost et peut vraiment changer l'aspect d'un marché. Et aussi l'aspect réglementaire, parce que quand les pouvoirs publics commencent à s'intéresser à une nouvelle technologie ou à un produit innovant, forcément, ça fait cas d'école, et ce cas d'école-là permet d'aller beaucoup plus loin après. Donc, l'exemplarité de la force publique va pousser aussi le consommateur. Nous, on a bien entendu souhaité convaincre le consommateur qui est, comme dans l'alimentaire, c'est grâce au consommateur qu'on a changé les choses, plus de bio, plus de qualité, plus de proximité dans les achats. Mais tout de même si le consommateur est convaincu, l'achat public doit être aussi un vecteur de croissance. C'était une remarque. Très bonne remarque, et je sais, on peut tout vous dire qu'aujourd'hui il y a un travail régional autour des achats publics responsables. Je ne sais pas si Carole, tu veux en dire un mot. Non, bah après, je pense qu'il y a Bastien qui peut éventuellement en dire un mot s'il suit la démarche. Et c'est effectivement, au niveau en tout cas de la région Occitanie, on essaye en tout cas d'aller dans ce sens. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, qui vont être aussi accentuées dans le temps. Donc, Bastien, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Oui, donc effectivement, donc c'est pas le Grand Toulouse pour ma part, c'est la région Occitanie, donc direction de la commande publique et de l'achat. Et direction de la commande publique et de l'achat, c'est très important, et de l'achat parce que justement, on a mis en place depuis 3-4 ans maintenant, et on est en train de développer une politique achat très responsable qui s'inscrit dans le cadre du SPAPZER qui a été adopté par la région Occitanie. Justement, on a à la fois un service spécifique qui s'occupe de ça, et des acteurs, et j'en fais partie. On a vocation, alors d'abord par la réglementation, mais aussi par une forte volonté politique et une forte volonté décisionnelle, à transformer nos façons d'acheter, nos façons de commander. Alors bon, vous savez bien qu'on ne peut pas se passer des règles de publicité, de mise en concurrence, etc. Mais par contre, on a mis en place une politique achat et une charte de l'achat socio-économique responsable pour intégrer systématiquement dans tous les marchés de la région dans lesquels on peut les intégrer. Il faut quand même savoir que tous les marchés ne permettent pas d'intégrer des clauses de politique achat, mais dès qu'on le peut, soit des critères, soit des clauses environnementales sur la base de référentiels de plus en plus précis et de plus en plus développés qu'on a, sur la base de sourcing, sur la base de différents indicateurs sur les perturbateurs endocriniens, le zéro plastique, etc., etc. Et donc on l'intègre quasi systématiquement. On essaye de le faire de plus en plus.
et voilà, au niveau de la région, on a vraiment une politique achat qui est exemplaire à ce niveau-là. Et effectivement, rien que ma présence parmi vous et de mes collègues dans les autres webinaires démontre que on est avare de nouvelles idées et de nouveaux procédés, tout en restant bien sûr dans le cadre du code de la commande publique. Voilà. Je rebondis juste rapidement, si comment possible. mettre en... Ah, pardon. Mélanie, oui, allez-y, ouais, et puis après, rapidement, au Cano, du coup, on a une activité vraiment d'accompagnement aussi des acteurs publics, alors notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, où on va vraiment aider les acteurs publics à intégrer des clauses d'économie circulaire dans leur marché. Et c'est une activité qu'on a étendue hors des GOP. Donc voilà, si jamais la région, mais je pense que vous êtes déjà en lien avec notre équipe qui s'occupe de ça, ESS 2024. Voilà, c'était le petit mot que je voulais glisser. Alors, moi, ce que j'aurais souhaité préciser, c'est qu'il y a quand même un paradoxe entre, j'entends ce que vous dites, M. Plantier, et j'ai présenté mes produits au Grand Toulouse et à d'autres acteurs publics, mais face à l'innovation, la réglementation n'a pas encore avancé. Et donc, vous avez l'obligation dans des marchés publics de mettre en concurrence, c'est-à-dire d'avoir plusieurs acteurs dans le même domaine qui proposent la même chose. Mais comme vous innovez, vous êtes dans l'idée un peu le seul à proposer ce produit-là ou ce service ou ce bien-là. Et donc, comment aujourd'hui vous pourriez adapter la commande publique au fait que quand vous êtes face à une entreprise innovante comme la nôtre, nous sommes les seuls à proposer le produit, donc la mise en concurrence est impossible. Et alors, voilà, j'aurais souhaité savoir comment vous palliez à ça, en fait. Alors effectivement, c'est très compliqué, hein, parce que nous, notre volonté, c'est d'aller vers un produit propre, un produit sans perturbateur endocrinien, un produit sans plastique, voilà. Et effectivement, on a des règles qui s'appliquent au droit de la commande publique et au droit public des affaires. Alors, il y a plusieurs leviers. Alors, effectivement, on ne peut pas commander directement votre produit, à part sur des marchés de faible montant. Mais c'est vrai qu'au niveau de la région Occitanie, on a très peu de marchés d'une valeur inférieure à 4 000 € pour lesquels on pourrait vous solliciter directement. Mais par contre, il est tout à fait possible, et ça c'est un gros travail qu'on est en train de faire et que je mène moi personnellement auprès de différentes directions, de rendre nos cahiers des charges beaucoup plus fonctionnels et non plus basés sur des spécifications techniques. En quoi ça consiste? Ça consiste à tendre vers un objectif dans nos cahiers des charges. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est plus vous allez nous livrer de la peinture ou nous peindre un mur comme ça. C'est on veut une peinture qui soit, alors pour prendre l'exemple de la peinture, mais à la limite, je vais prendre un autre exemple, c'est plus simple parce que je l'ai fait récemment, mais ça va vous montrer le truc. Sur un marché de covering d'un bus, donc l'habillage du bus, hein, on est d'accord. On a souhaité faire un covering éco-responsable du bus, et donc c'est un domaine dans lequel on peut avoir des produits très polluants, très plastiques, très toxiques, etc. Et ben moi j'ai fait un cahier des charges uniquement fonctionnel, c'est-à-dire alors après avoir fait un sourcing, c'est-à-dire que je savais qu'il existait des solutions de covering éco-responsables. Je les connaissais pas toutes, mais je savais ce qu'il était possible de demander, ou en tout cas ce qu'on pouvait indiquer ne pas vouloir. J'ai demandé que ce covering il soit zéro plastique ou s'en rapprochant au maximum, qu'il y ait le moins d'encre, enfin que les encres soient le plus propre possible et se rapprocher du zéro perturbateur endocrinien et du zéro produit toxique, que le système de pose produise le moins de déchets possible, etc., etc. Donc un cahier des charges fonctionnel.
Et, ben, on a eu la belle surprise finalement de ne pas avoir eu les spécialistes du covering qu'on peut connaître dans la région qui ont répondu, parce qu'ils ont bien compris que ce qu'on voulait, c'était un produit propre. Et nous, on n'a pas mis de spécifications techniques qui répondent qu'à un seul produit. On a mis ses exigences et ses fonctionnalités. Et il y a 3 entreprises, et uniquement des entreprises régionales, alors bien sûr, on n'a pas mis de critères local parce que c'est interdit, qui nous ont proposé toutes les 3 un produit différent, donc leur produit, qui répondait au zéro plastique. Ils étaient tous les 3 sans PVC, et ils avaient tous les 3 un système d'encre propre. On avait mis aussi un critère RSE. Ils avaient tous les 3 une démarche RSE qui était très intéressante. Et donc, ils ont vraiment compris le cahier des charges. Et c'est une consultation sur laquelle on n'a eu aucune question durant la consultation. C'est-à-dire que les gros du marché et les pros ont bien vu qu'on n'attendait pas leurs produits, et où on a eu des réponses tout à fait satisfaisantes. Et donc, on va avoir un bus qui a un covering éco-responsable. Voilà. Donc, c'est une des façons de faire, et c'est une des façons de travailler et de s'adapter avec la réglementation, c'est-à-dire, voilà, tout en restant dans la réglementation, on rend beaucoup plus fonctionnelles nos exigences. Et moi, je suis tout à fait convaincu qu'à un moment donné, on peut opter et décider que tout en mettant en concurrence, pour un bâtiment, on souhaite des peintures propres, en mettant, voilà, on ne peut pas mettre les caractéristiques techniques de votre peinture, mais en mettant des bornes, et que plusieurs entreprises répondent avec leur peinture propre. Et à la fin, on choisira l'offre économiquement la plus avantageuse pour répondre à Gaëtan, je crois. Le moins 10 ans n'existe plus depuis longtemps. On est sur le mieux 10 ans, donc l'offre économiquement la plus avantageuse, tous critères confondus. Et donc, on ne prend en tout cas à la région quasiment jamais le moins cher, à moins qu'en tout cas en valeur technique il soit le meilleur. C'est vraiment un équilibre des critères qui se joue, et le critère prix est très rarement le critère majoritaire dans nos DCE, voire même minoritaire. Merci Bastien pour ce témoignage complémentaire. Juste pour vous dire, donc au niveau de la région, bien sûr, on travaille donc fortement sur ce sujet achat durable responsable, et donc notamment il y avait un webinaire aussi dédié spécifiquement à économie circulaire et achat durable responsable qui a eu lieu, il me semble, qui va avoir lieu cet après-midi. Voilà, en fin de. Il est en même temps dans le bureau derrière moi avec Charlotte Robledo, ma collègue. Voilà, vous pouvez éventuellement le réécouter en replay, puis après vous mettre en contact directement. Donc, c'est vrai qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On avait prévu juste quelques diapos complémentaires pour vous présenter, mais très, très rapidement, donc, les dispositifs d'aide de la région et de l'ADEME pour accompagner les entreprises qui souhaitent s'engager dans la transition vers l'économie circulaire, et également quelques slides que vous pourrez avoir en support sur les contacts et les ressources qui existent en région. Donc, très, très rapidement, on va essayer donc de finir en 5 minutes. Donc, moi, je vous présente donc les dispositifs d'aide de la région, puisque un certain nombre d'entreprises qui ont témoigné ont bénéficié de ces aides. Donc, il y a des aides au titre du développement économique qui permettent donc de financer des études de faisabilité, également l'intervention de conseils externes et de l'investissement matériel pour mettre en place ces projets de transition écologique et énergétique. Il peut y avoir aussi des appels à projets spécifiques, et également des outils d'ingénierie financière, notamment des garanties de prêts et différents fonds pour accompagner l'amorçage et le démarrage de nouvelles activités, et également une aide complémentaire si les dispositifs développement éco ne peuvent être mobilisés, donc qui s'appelle une aide à la réalisation de projets locaux en faveur de l'économie circulaire. Donc, je passe rapidement la parole à Véronique Tatry pour qu'elle commente rapidement donc la diapo sur les aides de l'ADEME. Alors, en complémentarité de ce que vient de dire Carole, puisqu'on intervient très souvent en binôme, nous avons plusieurs dispositifs d'aide. Je vous en ai mis en lumière que quelques-uns qui ciblent spécifiquement des accompagnements dans le domaine de l'économie circulaire, comme l'éco-conception
de la recherche jusqu'à l'investissement, sur l'écologie industrielle territoriale, donc ce qui peut relever en fait d'études de synergie entre acteurs et d'économie de la fonctionnalité de la coopération. C'est le dispositif qui a été mobilisé par Sapoval, par exemple. Et puis, toutes les aides de l'ADEME qu'on peut retrouver sur notre plateforme, mais surtout, ne pas hésiter à se rapprocher de la direction régionale de l'ADEME pour avoir des compléments d'information sur ces différents dispositifs, encore une fois, qui sont mobilisés en partenariat avec la région pour qu'on soit le plus efficient possible dans l'accompagnement des projets. Voilà, vous avez prévu aussi quelques slides sur les programmes d'accompagnement. Donc, Bruno, je te laisse rapidement la main pour présenter de manière concise ces éléments. Fais-moi confiance. Donc, au-delà des accompagnements financiers, il y a aussi des accompagnements techniques pour lancer ces démarches de mise en place de nouveaux modèles économiques, qui sont aussi des démarches d'amélioration continue. Et sur le sujet de l'économie, de la fonctionnalité de la coopération, il y a donc le club Terre de FC qui a une offre de service. Il faut la considérer comme un centre de ressources qui est là pour accompagner les changements de comportement de tous ces acteurs et qui organise plusieurs actions, que ce soit des manifestations, des formations ou des actions d'accompagnement individuel. En bilan intermédiaire, je crois que c'est une trentaine d'entreprises ou d'adhérents dont Sapoval, avec l'exemple qui est assez parlant de la mise en place de nouvelles valeurs, de confiance, d'autonomie, de sens, ça rejoint beaucoup de choses. Et aussi, c'est préciser, c'est quand même aussi avec tout un réseau d'accompagnateurs ou de prestataires qui sont là pour aussi démultiplier l'effort. Et un autre programme qui concerne plus le sujet de l'éco-conception, cette mission un peu d'intégrer l'environnement dans une analyse de cycle de vie et puis tout au cours du temps. Une offre de service qui est portée par le programme Oxymore, qui est en Occitanie, qui est une déclinaison du pôle national en faveur de l'éco-conception et qui est là avec comme partenaire Valdelia, aussi c'est bien d'avoir des partenaires privés, Valdelia Région ADEME, qui est là pour inspirer, un peu stimuler les TPE et les PME pour lancer ces démarches dans le temps. Certaines ont été accompagnées. Et en bilan, je crois que s'il y a eu sur les 2 dernières années une vingtaine d'accompagnements. Et vous voyez que l'offre de services qu'il y a aussi, c'est comme pour le programme ESC, c'est pour acculturer, aider à la mise en place sur le marché de produits éco-conçus et pour accompagner les entreprises qui sont dans des démarches dans le suivi, mais juste à une phase d'un peu d'amorçage, quoi. C'est là pour initier. Et après, le relais doit être pris s'il faut aller plus loin avec des consultants ou des prestataires spécialisés qui peuvent aller au-delà de l'offre de service qui vous est présentée là très, très sommairement par le programme régional. Ok, merci Bruno pour cette présentation rapide et synthétique. On vous passe la main à Anne-Victor d'ADOC pour qu'elle présente rapidement les services proposés par ADOC sur le volet innovation et puis ensuite de finaliser sur les derniers, sur les contacts et les ressources en région. Oui, merci Carole. Donc oui, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais déjà peut-être en 2 mots réexpliquer qu'est-ce que est ADOC en fait. Donc c'est l'agence de développement économique de la région Occitanie. Donc c'est un outil de la région Occitanie qui permet de faire le lien entre les services de la région et les entreprises. Donc on est 200 répartis en région Occitanie sur l'antenne. Il y a une antenne à Toulouse et une antenne à Montpellier. Et ensuite, vous trouverez des chargés de mission sur tous les départements d'Occitanie pour vraiment avoir des référents en local. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter.
Au sein d'ADOC, donc on va traiter les différents métiers qui concernent les entreprises, hein, donc tout ce qui est en lien avec la croissance, l'innovation, l'export, l'attractivité. Et donc là, on a mis un petit zoom sur les missions en lien avec l'innovation et qui donc pourraient vous correspondre dans le cadre d'un projet pour se diriger vers de l'économie circulaire en fait. Donc, comme c'est précisé, vous allez retrouver un accompagnement de l'agence pour un projet qui peut être vraiment personnalisé, hein, un projet individuel de votre entreprise, de votre structure, ou ensuite, on va avoir des actions peut-être un peu plus collectives, d'accompagnement collectif sur des thématiques particulières. On a également pour mission d'organiser des événements en lien avec des évolutions techno ou également faire de l'animation pour des entreprises et filières du futur. Notre travail est également de privilégier tous les liens et échanges entre les différents réseaux, qu'ils soient industriels ou académiques. On a également pour mission d'animer le réseau innovation. Voilà, pour ce que je peux vous présenter très rapidement aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur le site internet de l'agence, qui est quand même très bien fait. Vous y retrouverez également vos contacts locaux. Et bien évidemment, à nous contacter, vous avez, je crois que c'est la diapo suivante d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, pour retrouver tous les coordonnées des intervenants ou des personnes qu'on a citées au cours de ce webinaire, donc là, retenez bien, il y a les trois réseaux qu'a présenté Bruno et qui ont été plus ou moins cités tout du long de la présentation, donc avec Terre de FC, Oxymore et Boosté Circulaire. Et là, sur cette dernière diapo, vous retrouvez nos coordonnées, donc de Carole, Bruno, Véronique et moi-même. Et n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup Anne pour ta conclusion. Donc on finit juste sur sa dernière diapo sur la plateforme Cyclope, donc une plateforme numérique donc à disposition de tous les acteurs qui interviennent sur l'économie circulaire. C'est une plateforme numérique qui a été lancée par la région et ses partenaires en juin dernier. À ce jour, il y a à peu près un peu plus de 1000 membres. L'objectif de cette plateforme, c'est vraiment de mettre en lumière les expériences en matière d'économie circulaire, de partager de l'information, de présenter l'actualité sur l'économie circulaire. Donc, on vous a remis l'adresse du site internet et d'ailleurs, vous retrouverez l'ensemble des replays des webinaires qui ont été organisés dans le cadre du forum économie circulaire ainsi que les différents supports. Donc, merci beaucoup en tout cas à tous nos intervenants, à l'équipe d'organisation. Et bien sûr à tous les participants qui se sont connectés. Désolé pour le petit retard dans le timing et on vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Non, c'était juste pour vous remercier. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.